Nous visionnons une vidéo captée à partir d'un cellulaire. Nous sommes sur le tablier d'un grand pont dans une automobile. Une femme se précipite devant les autos. Elle court, atteint la rambarde, se retourne vers nous. Une femme dans l'auto crie « Non, Seigneur, ne faites pas ça !» Elle saute. Telles sont les premières images de la série DOA, réalisée par Brit Marling, qui interprète aussi le rôle de la personnage principale, et Zal Batmanglij. Basée sur un synopsis à 20 fois exploité, l'histoire d'une femme séquestrée par un homme, DOA met en scène Prairie Johnson, aussi surnommée OA, personnage féminin emprisonné pendant plus de 7 ans. Filmée tout juste après la libération du personnage d'OA, la première scène est significative de la subversion que met en scène la série, car celle-ci joue constamment sur les frontières entre le narratif et le réel. C'est que, plus précisément, le kidnappeur Apps pratique des tests scientifiques sur ses prisonniers afin de percer le mystère des expériences de mort imminente. Exploration des limites, il semble que DOA soit marqué par une certaine porosité. Porosité des limites de l'expérience humaine, des limites temporelles et des limites diégétiques. Loin du portrait de la victime, OA s'incarne plutôt dans la figure de la créatrice. Afin de retracer les enjeux d'une telle posture, nous analyserons les diverses fonctions de celle-ci au sein d'une réalité traumatique et la manière dont elle permet de subvertir les codes et les relations à la fois entre la victime et son bourreau qu'entre le réel et la fiction. Alors que les portes de verre se referment derrière Prairie avant qu'elle ne sache que 7 années de captivité l'attendait, Scott, un autre prisonnier, lui dit « Je vais essayer de t'aider à passer le cap, parce que je sais ce que tu es en train de te dire. »« Ah, c'est pas vrai, c'est pas possible. » « Si, ça l'est. »« C'est un cauchemar. » « Non, t'es bel et bien réveillé. » Dans la série DOA, la posture créatrice de la protagoniste est liée à l'impossibilité humaine de lier autour du jeu l'expérience de l'horreur. La fiction dans la réalité traumatique devient une entreprise de survie où il s'agit de donner sens à ce qui relève dans un contexte de coercition et de torture de l'insoutenable du chaos. Se cogner contre un réel impossible à croire, y être avalé même, dans un monde farouchement déterminé à le voiler, voire à le nier, nous le verrons, propulse dans l'écriture de soi, puisqu'elle deviendra le prisme par lequel se prouver que bien qu'un homme ait tenté de l'abolir, bien qu'il faille le recomposer, demeure possible. Lieu d'insoumission à la captivité mentale pendant les années de son emprisonnement, l'imaginaire de Prairie, aussi nommé OA, aura pour fonction, une fois retourné dans sa famille adoptive, d'échapper aux fictions collectives. C'est-à-dire qu'une fois prise en charge par le discours des policiers, des psychiatres, des journalistes ou de ses parents, Prairie deviendra le personnage passif d'une histoire racontée par d'autres, d'un drame imaginé et interprété sans elle, en dehors de ses perceptions intimes et parfois même à leur rencontre. La posture créatrice de Prairie est donc double. Dans la phase post-traumatique, c'est-à-dire quand elle est de retour chez ses parents, elle prend la forme d'une autofiction, tandis que dans le temps du trauma, elle prend celle de performance corporelle. Bien que ces deux modalités procèdent des mêmes fonctions, soit celles d'échappée, de résistance et de subjectivation, les enjeux de chacune sont pourtant distincts. Pendant sa détention dans l'une des 5 cages en verre du laboratoire de Apps, Prairie, qui est alimentée de nourriture pour chiens, est noyée à répétition. Elle dira d'ailleurs dans le premier épisode « On est tous morts plus de fois que je ne saurais le compter », mettra son corps au service de la créativité. Son corps deviendra l'un des mouvements, une pièce de la partition symbolique créée par le groupe. Alors que chacun gravera sur sa peau, sous forme de signes et de symboles, une partie seulement de la composition, Prairie dépassera les limites de son être pour devenir le membre d'une unité, d'un organisme collectif. Ce sera par la modulation chorégraphiée dans l'espace de cette entité, une fois les énergies soumises au contrôle de la volonté, structurées et regroupées, que le corps deviendra vecteur de liberté. Il y a dans l'intensité de chaque geste, une fois le corps lancé au bout de lui-même, quelque chose qui se rapproche du cri et qui, comme les symboles figuratifs le laissent supposer, permet d'échapper à la logique contraignante de la signification, pour reprendre les mots d'Alain Milon, de la refuser pour atteindre un ailleurs dans le sens, ou du moins son paroxysme. Et si l'on considère comme Nicole Brossard que l'intensité ressemble à une force par laquelle nous dépassons la mesure ordinaire, la norme, ce sont les performances corporelles dans la série qui permettent de repousser les limites du réel, d'ouvrir en leur sein une voie d'accès à l'inédit, au sensible. En créant une brèche dans les lois arbitraires de la signification, les actes corporels entament du même coup celle de la réalité traumatique. Ils altèrent les balises que le scientifique a scrupuleusement définies autour de ses cobayes. C'est par la redéfinition subjective des actions de son corps, du rôle et de la valeur que ses déplacements dans le scénario déterminé par Apps, que Prairie s'arrachera de l'emprise de ce dernier. Le trauma, pour reprendre les mots d'Anne Dufourmentel,
est un ravissement négatif. Le sujet est ravi à lui-même, son moi ne gouverne plus, il est emporté, dématé. Au sens où dans une situation oppressive, la victime, emportée, capturée par la toute-puissance de l'autre, est soustraite à elle-même, coupée de ce qui, dans son être, soutenait ses liens au monde. La personne fêlée, voire fracturée dans son être, expérimente la déflagration, selon Olivier Douville, la déflagration des coordonnées imaginaires et identificatoires qui la soutenaient à telle place symbolique et imaginaire. Les cadres subjectifs à l'intérieur desquels elle se mouvait sont défaits, détruits. Le bouleversement est radical car la victime ne s'appartient plus. Mais dans la série de Netflix, OA, davantage présentée comme une créatrice qu'une victime, en construisant un monde imaginaire interne au contexte traumatique, c'est-à-dire duquel la cohérence des codes et du langage dépend, opère un renversement par lequel la part d'inouï du trauma, au lieu de mener à sa perte, sera mise au service de sa propre fiction. On doit essayer d'entrer. On se comporte comme des rats de laboratoire. Les rats de laboratoire sont impuissants parce qu'ils ne comprennent pas qu'ils font partie d'une expérience, mais ils en font autant partie, si ce n'est plus, que les scientifiques. On pourrait prendre le dessus, son expérience, c'est notre porte de sortie. En considérant autrement les rapports de force entre les objets observés et le scientifique, OA modifie la trajectoire de sa trame narrative. Par exemple, les meurtres par noyade qui sont infligés à répétition aux membres de l'étude, dans la nouvelle vérité conçue par ces derniers, ne servent plus de prétexte immonde à l'avancement des connaissances sur les expériences de mort imminente. Le pouvoir change de main et la torture devient un chemin de traverse, un passage vers les mouvements censé leur permettre d'ouvrir une autre dimension. En ne se coupant pas d'elle-même, elle dit au premier épisode « Je suis restée présente tout du long, durant les 7 ans, 3 mois et 11 jours que ça a duré. » Prairie en ne se coupant pas d'elle-même ni de la réalité traumatique, mais en la remodelant depuis l'intérieur, en transformant la signification de ses paramètres, elle réussit à s'éloigner des bords tranchants de la folie, voire à conjurer les pouvoirs de l'horreur à survivre. OA, contrairement à ce qu'on pourrait s'attendre d'une personne séquestrée, règne en elle-même en lieu et place du geôlier. Son « je » gouverne son être comme une pulsion d'avenir, une volonté. Elle devient au cœur même de l'expérience scientifique, l'élément imprévisible, une force indomptable, une menace, une bombe. Grâce à la toute-puissance de l'imaginaire féminin, dans ce trauma-ci, ce sera le trauma en soi qui sera dérobé de lui-même, sorti de ses cadres. OA s'annonce donc dans la série, pour reprendre les mots de Blanchot, comme le pouvoir qui affranchit, la force qui écarte l'oppression du monde et sa violence inhérente. OA terrifie. Elle terrifie parce qu'elle compromet l'équilibre des structures et des dynamiques sociales, celle-là même qui lance des enfants armés dans les écoles. Elle terrifie. Tous et chacun d'ailleurs, à un moment ou à un autre de l'histoire, tenteront de la dompter. Elle sera encagée, gavée de médicaments, assignée à résidence, surveillée, molestée, coupée de son identité. Elle sera aussi giflée, attaquée par un chien, insultée, poignardée avec un crayon, accusée de folie, tuée et encore tuée. Une fois de retour au Michigan, dans sa famille, dans la maison de ses parents adoptifs, OA sera confrontée à une autre forme d'aliénation, alors que diverses fictions, hypothèses et conjectures circuleront autour d'elle au sujet de sa disparition. Par exemple, on entendra dès le premier épisode en arrière-fond des journalistes débattre de sa possible résilience ou non. Est-ce que cette jeune fille pourra retrouver une vie normale ou restera-t-il toujours quelque chose? Il y a aussi une adolescente qui l'approchera pour prendre une photo d'elle et lui témoigner son admiration. Vous m'inspirez beaucoup, je vous jure, après tout ce que vous avez subi, être battue comme ça et sûrement violée, j'arrive même pas à imaginer. Dans ce contexte, le changement de nom de Prairie, qui souhaite désormais être appelé OA, s'apparente au second commencement dont parle l'autrice Chloé Delhomme dans son essai La règle du jeu. Je m'appelle aujourd'hui parce que j'ai imposé un second commencement, où la fiction toujours s'entremêle à la vie, où le réel se plie au contour de ma fable, celle que j'écris chaque jour dont je suis l'héroïne. Mon ancien jeu, par d'autres, se voyait rédigé, personnage secondaire d'un roman familial et figurante passive de la fiction collective. Me réapproprier ma chair, mes faits et gestes comme mon identité ne pouvaient s'effectuer que par la littérature. Je ne crois plus en rien, si ce n'est en le verbe, son pouvoir tout-puissant et sa capacité à remodeler la brute. Changer de nom comme on laisserait derrière soi une peau morte et se faire narratrice de sa propre histoire, c'est vouloir se faire advenir en tant que sujet. C'est refuser de céder au pouvoir d'anéantissement et de fixation de la frayeur. OA, par la mise en récit subjectif des événements, remodèle son jeu selon d'autres codes que ceux de la violence. Je veux dire par là que le déploiement narratif de faits et d'événements strictement réels, pour reprendre les mots de Delhomme, prend la forme d'une fiction de par le jeu sur des procédés littéraires comme le suspense, la rétention d'informations ou encore le jeu sur la voix, discours rapporté direct, indirect, sur l'intensité, le rythme.
La posture créatrice d'Oa, qui traverse d'un niveau diégétique à l'autre, est donc multiforme, mais toujours portée par le même désir d'exister absolument. Cette posture créatrice qu'investira Oa aura nécessairement des impacts sur le réel. Dans ce prochain segment, nous tenterons de comprendre comment le témoignage de cette posture créatrice pourra influencer le cours de la réalité et renverser par le fait même des oppositions conceptuelles figées. Car DOA joue constamment sur la frontière entre vrai et faux, ainsi qu'entre réalité et fiction. Comme nous l'avons mis en lumière, la série présente deux temporalités distinctes, soit le temps de la séquestration et le temps du post-trauma, lequel met principalement en scène le témoignage d'Oa. Histoire dans une histoire, fiction dans une fiction, DOA présente une mise en abîme de l'acte de transmission lui-même. Dans son essai « Le récit spéculaire », Lucien Dallenbach définit la mise en abîme comme, et je cite, « tout miroir interne réfléchissant l'ensemble du récit ». Dallenbach en identifie plusieurs, dont la mise en abîme de l'énonciation, qu'il définit comme, et je cite, « la narration mise au jour ». Cette locution, mise au jour, est à considérer dans son sens premier comme faire apparaître ce qui est caché. Cette mise en abîme dévoile donc le processus de transmission d'une fiction en représentant, et je cite, l'agent et le procès de cette reproduction même. Le processus de transmission est composé de trois éléments, l'objet raconté, le transmetteur et le récepteur. Et sans l'un des éléments de cette triade, la transmission échoue tout simplement. La fiction ne met que très peu en scène le récepteur, qui s'incarne plutôt dans le lecteur-spectateur. En fait, c'est la représentation de ce récepteur, à même la fiction, qui crée la mise en abîme de l'énonciation. Celle-ci vise donc à rendre visible ce qui est invisible, c'est-à-dire à montrer le récepteur de l'histoire d'Oa. C'est le groupe composé de quatre étudiants et d'une professeure qui fait office de récepteur dans le temps du post-trauma. En recevant le témoignage d'Oa, ce sont eux qui interprètent son histoire et ce sont eux qui, nous le verrons, chercheront à prouver la véracité des événements vécus par Oa. La série DOA réfléchit à plusieurs reprises sur la famille, entendue non pas comme celle qui est donnée, imposée à la naissance, mais comme celle qui se choisit. Les deux familles, les deux groupes qui se forment dans la diégèse, soit le groupe emprisonné dont fait partie OA dans le temps de la séquestration, et celui formé par les jeunes étudiants et la professeure dans le temps post-traumatique, sont composés d'individus solitaires et souffrants. Alors que le premier groupe a en commun d'avoir vécu plusieurs expériences de mort imminente et pour cette raison d'être tous les prisonniers de HAP, le second groupe n'a en commun que le fait de fréquenter la même école. Ces derniers n'entretiennent pas d'affinité les uns envers les autres avant l'arrivée d'OA. Individus blessés chacun à leur manière, aucun d'eux ne vit de stabilité familiale. C'est pourtant à eux que la protagoniste décide de raconter son histoire. De retour dans la maison familiale, après sa séquestration, Oa se met à déambuler dans les rues de son quartier. C'est dans une maison abandonnée en cours de construction lors de la dernière crise économique qu'Oa donnera rendez-vous à ces 5 personnes pour narrer son témoignage. Je cite. « Si le projet n'était pas tombé à l'eau, affirme Oa, une famille aurait habité ici. Les disputes dans la cuisine, la naissance des enfants, le chagrin, le sexe. Dans cette scène, elle se plaît à reconstituer ce qu'aurait été la vie d'une famille dans cette maison maintenant délabrée. Loin de cette famille nucléaire fabulée, les 5 personnages de la diégèse deviendront pourtant la famille fabriquée d'Oa, celle à qui elle se confiera. Ainsi, le témoignage d'Oa est la seule chose qui les unit et les rassemble réellement. La fiction, entendue ici comme histoire racontée par la protagoniste, semble avoir la capacité de rassembler les gens d'horizons divers. Au fil de l'évolution des épisodes, se crée un sentiment d'appartenance entre ces 5 personnages. À l'instar de ce que nous disions précédemment, il semble que ce récit réflexif permette en effet de rendre visible l'invisible. En nous montrant la formation de cette famille, la série rend visible la construction d'une communauté interprétative. C'est Stanley Fish qui théorise la communauté interprétative. Dans son essai, Fish postule, et je cite, que l'interprétation n'est pas l'art d'analyser, mais l'art de construire. À l'exemple d'une œuvre que nous analysons toujours a posteriori et non pas simultanément lors de la lecture, l'histoire racontée par Oa sera interprétée une fois que cette dernière aura terminé de la raconter. La communauté interprétative présente dans la série prendra donc réellement forme lorsque l'histoire d'Oa s'achèvera, c'est-à-dire lorsque la temporalité de la séquestration aura complètement été racontée dans la temporalité post-traumatique. La communauté interprétative tentera de prouver la vérité de son histoire, car cette dernière sera remise en cause. Il se forme dans la série 2 communautés interprétatives,
celle qui considère que l'histoire d'Oa est le fruit de son imagination, une simple réaction post-traumatique, et celle qui considère que les événements narrés lui sont réellement arrivés. Les frontières entre réalité et fiction, vérité et fausseté sont brouillées lors de la rencontre de ces deux communautés dans l'épisode final. C'est que la série met aussi en scène une communauté interprétative qui ne possède pas les codes de la fiction. En effet, le groupe formé notamment par les parents d'Oa n'a jamais entendu le témoignage de leur fille sur sa captivité et tente donc d'invalider son expérience. À l'égard de cette interprétation, la communauté interprétative, composée des jeunes étudiants et de la professeure, tentera donc de démontrer, par des éléments de preuve, la véracité de son témoignage. Ce groupe passera près de se désagréger lorsque leur enquête les mènera à découvrir des livres dans la chambre d'Oa qui correspondent tous à un élément de l'histoire qu'elle leur a raconté. C'est Alfonso qui l'affirmera en montrant sa découverte aux autres. Oa nous a raconté une histoire, le seul truc, c'est que rien n'était vrai. Dès cet instant, la communauté cessera de se regrouper. Puisque la fiction est le seul élément qui les lie l'un à l'autre et que celle-ci ne s'avère plus tenir la route, ce groupe se défera. La série pose les jalons d'une réflexion entre réalité et fiction qui suppose que la réalité appartenant au domaine du réel est marquée par la vérité, alors qu'en opposition, la fiction, liée au domaine de l'imaginaire, est fictive. Cette trop brève démonstration des couples oppositionnels au cœur du débat entre réalité et fiction est loin de démontrer l'ampleur des recherches sur cette question. En fait, notre but ici n'est pas de résumer ce débat, mais plutôt de démontrer que cette question soulève en fait un faux débat dans la série. En effet, la scène finale de DOA révèle que les enjeux de la communauté interprétative résident moins dans leur capacité à déceler de la part de vérité ou de fausseté dans l'histoire racontée que dans leur capacité à influer sur le réel à partir de leur lecture. Nous l'avons souligné, l'interprétation, affirme Stanley Fish, n'est pas l'art d'analyser, mais l'art de construire. Cet art de construire, nous le pensons comme un art de la création. Dans l'après-coup du trauma, la création devient à la fois le lieu d'une mise en récit de soi, comme nous l'avons démontré, et le lieu d'une survivance. La création contribue dans la série à la fois à la survie d'Oa et à la survie de la communauté interprétative. Tout au long de l'écoute du récit, la communauté se voit enseigner 5 mouvements. 5 mouvements trouvés par Oa et ses co-détenus durant leur expérience de mort imminente. Véritable langage, ces mouvements, nous apprend-elle, leur permettraient de voyager à travers des dimensions temporelles vers leur liberté à tous. Donc, il nous était impossible de ne pas parler de la dernière scène de la série, et pour la compréhension de cette présentation, nous tenions à vous la projeter. Il y a un spoiler, désolé. Donc, si vous voulez vous absenter, si vous voulez voir la fin de la série, c'est maintenant ou jamais. Donc, pour juste vous remettre en contexte, l'extrait se situe tout de suite après la dissolution de la communauté interprétative. Un homme armé d'un fusil se présente dans la cafétéria de l'école fréquentée par les étudiants. Tout le monde est couché sous les tables, personne n'ose bouger, personne ne veut devenir la cible du tireur. Je vais l'arrêter ici pour ne pas dévoiler le punch. Pour ceux qui ont vu la série, pour ceux qui ont vu la série, je ne sais pas, mais moi ça me touche toujours de voir cette scène-là. C'est des frissons à chaque fois. Écoutez-le, si vous ne l'avez pas vu, vraiment. Donc, dans cet extrait, nous assistons à la réhabilitation de la communauté interprétative. Alors que la situation est critique, la communauté se mobilise pour sa survie. C'est grâce à la création qu'ils parviennent à survivre. Au fond, cette scène finale démontre qu'il importe peu pour cette communauté de déterminer de la véracité de l'histoire d'Oa. Est-ce que ce langage ouvre réellement des portes au travers des dimensions? Est-ce que les expériences de mort imminente existent? Est-ce que l'histoire d'Oa est réellement arrivée? Les réponses à ces questions leur importent si peu qu'ensemble, ils performeront un langage dont ils ne possèdent ni le code, ni le sens. Envisagés comme des signes, ces mouvements sont des signifiants opaques pour la communauté comme pour nous, spectateurs, puisqu'ils nous sont à tous inintelligibles. Les 5 membres de la communauté ne détiennent pas les codes pour déchiffrer le signifié de ces mouvements. Le seul signifié qu'ils possèdent est donc celui qu'ils inventent, celui qu'ils créent. En ce sens, DOA nous révèle le pouvoir que possède la fiction sur le réel. En ne sachant ni le sens de ce langage, ni le vrai, ni le faux dans l'histoire d'Oa, la seule chose que possède cette communauté interprétative, c'est son interprétation, sa réception de l'histoire.
Arbitraire, certes, celle-ci les mènera tout de même à influer sur le réel et à survivre à la fusillade. Donc, l'intérêt d'une telle série, d'un point de vue féministe, repose sur, selon nous, sur la mise en place d'une alternative à la figure de la victime, mais aussi par l'importance accordée au pouvoir de la création, à la réalité telle que nous la connaissons. Il nous a semblé inédit qu'une œuvre télévisuelle présente la parole d'une femme avec autant d'agentivité, qu'elle en fasse le moteur de l'action, le lien entre les personnages et les chapitres. Ce qui est magnifique dans The O.A., c'est que Prairie, au final, par la sensibilité et l'indomptabilité de son imaginaire, aura réussi à faire suspendre quelques instants la fatalité du réel. Merci. Merci.